Bonjour, moi je suis Emmanuel Dupuis, je suis le directeur commercial de SmartWeb. Donc aujourd'hui, pour débuter cette journée, on a envie de parler de vous et des différentes problématiques que vous avez généralement dans vos directions de systèmes d'information pour faire face à la transformation digitale. Et selon notre expérience, on a pu voir que ces différentes problématiques, elles peuvent être résumées par 4 verbes. Créer, connecter, sécuriser et accélérer. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces différents verbes? C'est parce que généralement, ce qu'on peut voir, c'est que dans la transformation digitale, ça va souvent se représenter par la création d'une nouvelle application. Mais cette nouvelle application, elle doit être à forte valeur ajoutée et elle doit pouvoir vraiment parfaitement coller aux différents métiers, aux différents besoins que vos métiers vont pouvoir vous demander. Des fois aussi, cette transformation digitale va prendre la forme d'une connexion entre des applications, parce que vous avez peut-être déjà des applications qui existent et qui supportent vos processus métiers, mais dans différentes applications. Et donc là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est arriver à connecter les applications entre elles pour qu'elles puissent avoir pour que les informations puissent être transmises automatiquement entre les différentes applications. Et c'est à cet enjeu-là qu'on va pouvoir répondre. Troisième enjeu qu'on retrouve régulièrement, la partie sécurité. Aujourd'hui, toutes les applications sont connectées, sont sécurisées avec des accès, mais maintenant, il y a aussi de nouveaux enjeux qui arrivent, parce qu'il y a différents moyens de se connecter aux applications, il y a aussi différentes, que ce soit en interne ou en externe, et différentes populations que vous allez qui vont devoir aussi accéder à vos applications. Et enfin, quatrième enjeu, et pas des moindres, l'accélération, c'est-à-dire que pour livrer ces différents éléments, il faut aller de plus en plus vite, parce que le time to market et les besoins de vos métiers sont de plus en plus pressants. Donc pour répondre à ces 4 enjeux, notre job à SmartWeb, c'est de créer des solutions qui sont parfaitement adaptées à vos contraintes, à vos environnements, sur la base des outils du marché, en l'occurrence de nos partenaires ici présents. Et maintenant, je passe la parole à Nicolas qui va vous expliquer comment on traite la création des applications avec Mendix. Donc, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nicolas Ricard, je suis consultant senior chez SmartWeb. Je vais prendre quelques minutes, un peu de Larsen. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de ce que signifie pour nous le fait de créer des applications. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est dans le monde dans lequel on vit, notamment dans le monde des entreprises, on va avoir de plus en plus de besoins de publier systématiquement plus vite, des besoins qui sont de plus en plus nombreux. On ne veut surtout pas diminuer la qualité, la sécurité, la maintenabilité de nos applications. Ce qu'on remarque aussi de notre côté, c'est que les cahiers des charges de nos chers clients ne sont pas toujours très exhaustifs. Par contre, la deadline, elle est très claire et puis elle est figée. D'un côté, on a le métier qui a des besoins d'outils qui sont adaptés à leur réalité. D'un autre côté, on a les équipes IT qui, elles, font toujours plus avec généralement moins. Et selon Forrester, ce qu'on remarque, c'est que 60% des projets ont du retard, notamment faute de clarté des besoins ou faute de ressources humaines. Notre job chez SmartWeb, j'ai vraiment du Larsen là-dessus, je vais l'enlever. Notre job, c'est SmartWeb, du coup, c'est de justement mettre le focus sur la relation IT-métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des applications comme Mendix, qui sont des plateformes low-code. En fait, ce qu'elles permettent, c'est ce sont des applications qui sont beaucoup plus visuelles, dans lesquelles on va pouvoir embarquer le métier dès le début de la conception du projet. Et en fait, par itération, par sprint, par toutes les semaines, on va pouvoir directement travailler sur une interface interactive qui va évoluer au fil du temps. Ce qui fait que même si le cahier des charges n'était pas très clair au début, comme je l'ai rappelé, on va tout simplement pouvoir faire évoluer ce cahier des charges au fur et à mesure des sessions de démo qu'on a avec le client. Et l'avantage du low-code, c'est qu'on va pouvoir vraiment corriger et adapter les retours clients quasi live, contrairement à une stack technique traditionnelle. Ce qui fait qu'en fin de course, on va donc se retrouver avec un projet qui correspond 100% aux besoins du métier des problèmes. Ce qu'on a remarqué, ce que nous avons remonté nos clients, du coup, c'est qu'avant, dans une stack technique traditionnelle, on passait 60% de notre temps à développer, 40% de notre temps à maintenir l'application. C'est l'IPOFIX, c'est l'adaptabilité de fonctionnalités qui étaient mal comprises ou alors complètement oubliées, parce que c'est ça toute la complexité. C'est finalement de faire des cahiers des charges qui sont exhaustifs. Depuis qu'on est passé sur du low-code, on passe 80% de notre temps à développer l'application, 20% de notre temps à la maintenir. L'un des gros
barrière technique est beaucoup plus faible. Ça vous arrive à une efficacité qui a quasi doublé depuis qu'on est passé au low-code. C'est pas comme un outil, je pense notamment à l'État du Valais, avec qui on bosse depuis plusieurs années et qu'on accompagne leur transformation digitale, notamment via le low-code, qui ont remodernisé, recréé plus de 100 processus métiers en 3 ans. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont mis plus de budget, plus de moyens, c'est tout simplement parce qu'ils ont accompagné le développement en mettant le métier dans la bouche. Donc, je finis parce qu'on me fait signe d'arrêter. Au final, depuis qu'on utilise Mendix, on a constaté qu'on a diminué de 70% le temps de développement de nos applications. Le time to market a été réduit de 60%. La productivité et la qualité a été renforcée, notamment la relation IT-métier. Donc, finalement, ça veut dire que chez SmartWave, créer, c'est pas juste développer une boîte noire que l'on délivre à certains clients, c'est vraiment apporter beaucoup plus de clarté sur des besoins qui sont de plus en plus compliqués et dans un domaine qui a toujours de plus en plus de contraintes. Voilà. Bonjour à tous, Nicolas Pironska. Je vais vous parler des challenges du coup de l'intégration des applications qu'on a pu observer à travers les différentes missions menées chez SmartWave. Ça se résume en quelques mots-clés. Généralement, on veut interconnecter des systèmes de générations différentes. On a des logiciels très modernes, des logiciels legacy, des devs spécifiques, et ça implique justement de jongler avec plein de formats, plein de standards de sécurité, des protocoles. Et des protocoles, il y en a des nouveaux qui sortent tous les jours, notamment avec la montée en puissance de l'IA. Donc Axway vous parlera du protocole MCP. On constate également des API un petit peu partout, éparpillés dans l'entreprise, des devs spécifiques, de la shadow IT parfois, ou des interconnexions point à point, sans factorisation ni gouvernance. Donc chez SmartWave, on a une petite formule pour régler ces problématiques-là, en s'appuyant sur des méthodes éprouvées. Donc on essaye de donner de la valeur métier aux API, en passant par la méthodologie API First. Grâce à des plateformes d'API Management qui vont nous permettre de gouverner les API et de les centraliser, avoir plus d'observabilité. Sur la partie intégration, on va s'appuyer sur des patterns éprouvés ou des connecteurs préconçus. Donc oui, sur la partie connecteur, il y a un petit chiffre qui fait peur, là c'est 100 millions de jours, donc c'est à l'échelle mondiale. On estime le temps de développement recodé des connecteurs qui sont déjà existants dans certaines plateformes. Et typiquement, on va nous s'interfacer avec utiliser des plateformes type iPaaS, donc ça veut dire intégration plateforme as a service, qui va permettre d'adresser des infrastructures hybrides avec un petit peu de SaaS et un petit peu d'on-prem. Et c'est notamment le type de plateforme qu'on a mis en place chez Swiss212, qui est un de nos clients. Donc c'est une entreprise qui crée des satellites en Suisse romande. C'est une entreprise qui est en croissance exponentielle et qui intègre beaucoup de logiciels et avec beaucoup de double saisie qui est fait par des ingénieurs mécaniciens, donc c'est pas forcément leur métier de saisir des choses dans le RP, dans le PLM, dans les systèmes RH, en double, en triple, dans SharePoint, dans Excel. Donc on a mis en place ces plateformes iPaaS de Axway pour synchroniser tous ces flux et accélérer leur métier pour qu'ils puissent faire le focus sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire l'ingénierie mécanique et non de la saisie informatique. Et on estime le gain de productivité à 15%, donc des tâches qui n'ont plus à faire, et des synchronisations des systèmes en temps réel, et une élimination surtout des erreurs humaines, parce que quand on fait de la saisie humaine, forcément on se trompe. Et donc on a une qualité de métier, une qualité de données des référentiels qui est bien meilleure, et surtout un logiciel tout en un, avec gestion de sources, monitoring, etc., processus de déploiement qui s'adresse complètement aux citizen intégrateurs. Merci beaucoup. Bonjour, Alban Meunier sur la partie sécurisation. Alors gestion des identités, vous avez tous déjà la gestion de vos comptes à peu près en place. Vous savez créer des comptes dans votre AD, dans Entra, dans vos ERP, aux principaux logiciels sur place et ailleurs. Vous arrivez même pour la plupart à bien gérer le retrait des comptes une fois que les contrats sont terminés pour les personnes. Sauf que le monde bouge un peu. Vous pouvez juste voir
en surbrillance un petit peu ce que dit le Gartner, tellement que ça paraît énorme, et pourtant c'est vrai. Vous avez 95% des comptes de tout ce qu'on crée sur les nouvelles plateformes, Amazon, Google, Microsoft, etc., qui utilisent seulement 3% des droits. Donc en termes de risque, vous avez une ouverture énorme de votre système d'information, sachant que ça c'est qu'une partie, parce que vous avez plein de demandes de compte, vous devez faire du zéro trust pour avant-hier, vous avez les nouveaux arrivants qui doivent être opérationnels même avant qu'ils arrivent, etc., etc. C'est insoluble à la main. Le seul moyen d'y arriver, c'est de vous organiser un petit peu. Une bonne pratique éprouvée, c'est la gestion des rôles et la gouvernance autour de vos identités. Qu'est-ce qu'on entend par gouvernance? Premièrement, c'est faire un inventaire de ce que vous avez. Commencez par l'existant, au moins ça marche. Ce n'est pas une théorie appliquée, vous partez du terrain. Des notions de role mining et des outils de role mining sont là pour ça. Ils vous proposent un certain nombre de choses et vous allez découvrir plein de surprises, des bonnes et puis des fois des un peu moins bonnes. Vous les corrigez à la main quand vous pouvez au niveau technique, vous les corrigez avec des campagnes de recertification. N'en abusez pas parce que les gens auront vite marre au niveau métier d'être là en train de faire le boulot de l'IT. Donc ciblez vos campagnes pour dire, ben voilà, je cible seulement lors d'un entretien d'embauche, je cible quand il y a une application qui va migrer, etc. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, mettez des noms parlants à vos rôles pour que le métier fasse son boulot et que vous ne fassiez pas le boulot du métier. Faites des workflows simples, des usines à gaz à workflow, c'est inutile dans ce cas-là. Faites des workflows basés sur le risque. Quand il n'y a pas de risque, quelqu'un qui fait une demande, bah, c'est automatiquement approuvé. Quelqu'un qui a un accès très très pointu, là effectivement, ça vaudra peut-être le coup de dire bah, je veux un accès beaucoup plus contrôlé à la demande et à la révision. Mais basez-vous sur le risque. C'est souvent des scores de 1 à 4, pas très compliqué à mettre en place. N'hésitez pas non plus à mettre les rapports. Vous avez les rapports pour la compliance, vous avez les rapports que le métier a demandé, vous avez les rapports sur plein de choses. Faites des rapports automatiques. Les outils vous en donnent déjà un certain nombre par défaut. Mettez-les à disposition et après faites des grands rapports génériques que les gens peuvent récupérer en CSV et Excel. Et le métier sait parfaitement bidouiller ce genre d'outils pour trouver la bonne information sans forcément vous enquiquiner. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant de manière simple, restez pragmatique. Je suis un grand fan du principe de Pareto, vous faites 20% des efforts pour couvrir 80% de vos besoins. Donc, continuez, n'hésitez pas à faire évoluer vos identités, ne restez pas bloqué sur le compte et le mot de passe. Il y a plein d'autres choses que vos outils ont. N'inventez pas des nouveaux outils, réutilisez ce que vos outils vous proposent. Bonjour à tous, donc je suis Jean-Philippe Bresse et je vais vous parler d'accélération aujourd'hui à travers le prisme du déploiement. Alors, il y a deux enjeux actuellement majeurs dans le déploiement, deux innovations liées au changement de monde, c'est déployer vite et déployer souvent. Donc déployer vite, ça veut dire à partir du moment où un développeur a terminé son développement, il veut que le processus de déploiement fasse que son code soit livré en peut-être quelques minutes, quelques heures. Déployer souvent, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans le passé quand j'ai commencé dans l'IT, ça fait quelques années quand même. On patchait un système tous les trimestres, peut-être tous les mois, et maintenant on a vu une tendance à vouloir déployer en permanence, c'est-à-dire peut-être même plusieurs fois par jour. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc techniquement, ça veut dire aussi l'arrivée de DevOps, ça veut dire la mise en place d'une organisation avec des pipelines, avec des Git repos. Et là, il y a deux aspects que je vais introduire dans cette présentation qui sont pour moi relativement importantes. La première, c'est la partie sécurité, et la deuxième, c'est la partie organisation. Donc la partie sécurité, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Vous l'avez vu, le monde est de plus en plus agressif, et on va trouver dans les librairies qu'on télécharge peut-être des malwares qui sont là pour avoir un accès malveillant sur nos systèmes d'information. Donc il y a des outils et il y a la pression pour développer vite. Donc des outils comme Sonatype vont nous permettre de pouvoir, d'une certaine manière, scanner et filtrer les éléments qui sont nocifs à nos systèmes d'information. Et ça, je crois que c'est un élément extrêmement important, c'est un élément nouveau, et c'est un élément qu'on ne prend pas assez en compte et que je n'ai sans doute pas assez pris en compte dans le passé parce qu'on veut aller vite. Mais l'organisation peut nous permettre d'avoir des systèmes qui nous aident à détecter les éléments nocifs.
Deuxième élément dont je veux parler, c'est un peu d'organisation. Là, je vais parler de Digital AI. Alors, je vais vous parler d'une petite anecdote. Il y a quelques mois, un petit peu de temps, j'étais dans une réunion organisée par un CTO d'un ISV dans le monde bancaire. Et la problématique était pourquoi n'a-t-on pas réussi à déployer? On était une dizaine d'équipes qui étaient représentées dans cette réunion. Et c'était la question du CTO. Et en fait, mon équipe, on n'avait pas réussi à déployer parce qu'on attendait un patch de sécurité qui était lié à une autre équipe. Alors, difficile de dire au patron de l'organisation, bah en fait, c'est pas de notre faute. Il n'attend pas forcément ça comme élément de réponse. Mais la réalité est qu'on est toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Et là, dans le cas présent, le CTO n'était pas au courant. Et nous non plus, on n'était pas au courant que l'équipe sécurité devait livrer un patch de sécurité. Donc c'est un élément qui nous fait dire on a des outils pour s'organiser, on a des outils comme je le disais, comme des repo Git, on commit, mais on a besoin peut-être d'aller un petit peu au-delà. Donc on a peut-être besoin de mieux se coordonner, de mieux coordonner nos pipelines de développement, et c'est là que Digital AI, avec ses solutions de release management, va nous aider. Alors je termine rapidement, parce que j'ai le micro, donc c'est difficile de me l'enlever. Non, juste pour dire aussi qu'il y a des fonctionnalités extrêmement intéressantes dans Digital AI, aussi en termes d'analyse peut-être d'un commit qui est bloqué et qui va coûter de l'argent à notre organisation. Voilà, merci.